Bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir à Sylvain Tiger. Bienvenue Ouais. à nouveau. Bonsoir. Euh, on est ravis de vous retrouver ce soir. Vous êtes notamment cofondateur de la Lettre économique avec Olivier Delamarche et d'Ultra Bourse, sur lequel vous proposez des formations pour investir intelligemment. Ce soir, nous allons aborder des sujets d'actualité qui sont assez conséquents et pour lesquels les médias ne donnent pas forcément les bonnes informations. Donc, on va commencer Mhm. par ce qui s'est passé aux États-Unis avec la Silicon Valley Bank et puis ensuite en Suisse avec le Crédit Suisse. Oui, alors, écoutez, bonsoir à toutes les personnes du Cercle Aristote. Ça me fait très plaisir de vous avoir avec nous ce soir et d'être à nouveau ici. Alors, le but de la session d'aujourd'hui, effectivement, c'est de parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le secteur bancaire ces dernières semaines. Sachant que sur le secteur bancaire, c'est toujours un petit peu tout blanc, tout noir. Les gens sont soit très optimistes et veulent acheter toutes les banques, soit très pessimistes et attendent, si vous voulez, un espèce de crack bancaire monumental et une récession, une fin du monde. Globalement, ce qui s'est passé avec SVB, donc la Silicon Valley Bank, c'est la banque des startups en Californie, aux États-Unis. Donc c'est la banque dans laquelle vous avez toutes les startups, si vous voulez, qui lèvent de l'argent sur des valorisations un petit peu délirantes. Bah, toutes ces boîtes-là, il faut bien qu'elles mettent leur argent quelque part et elles les mettent, leur liquidité justement, chez SVB, chez la Silicon Valley Bank. Ce qui s'est passé avec ce dossier de la Silicon Valley Bank, c'est pas quelque chose d'extraordinaire et c'est ce que je disais en fait sur mon canal Telegram et je le disais aux gens en fait. N'attendez pas en fait un espèce de crack monumental. C'est une banque qui sera sauvée parce qu'en soi le dossier il est même pas spécialement explosif. C'est pas une banque qui a investi dans des produits dérivés. Euh, et dans le contexte actuel, dans tous les cas, le gouvernement ou la Fed ne laisserait jamais en fait ce genre de banque-là faire faillite parce qu'on se rappelle tous de 2008 et les banques centrales, les premières, ne veulent plus que ce genre de choses arrive. Donc ce qui s'est passé, c'est que vous êtes une startup aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu le cheminement de l'histoire et vous allez vite comprendre comment ça marche. Imaginons que vous vous appelez par exemple Robert, vous êtes américain, vous avez une idée de startup, vous avez compris qu'en ce moment, les gens sont tous fans de blockchain, ok? Et vous avez compris qu'en fait, tout le monde investit des gros tickets sur la blockchain parce que tout le monde se dit métaverse, nouvelle poule aux œufs d'or, il y a un truc qui va se passer et les investisseurs veulent investir dans ce type de boîte. Vous créez une société qui s'appelle, je dis une bêtise, Blockchain Unicorn, et le business plan, c'est justement de créer, par exemple, je vous dis une bêtise, un hôtel dans le métaverse où la population mondiale pourrait se rencontrer et, je dis une bêtise, manger un coup ensemble et faire des apéros de l'éco ensemble. Vous levez de l'argent près d'investisseurs aux États-Unis, ok, on va dire 10 millions de dollars, et avec cet argent-là, bah, il faut que vous développiez votre projet métaverse. Jusque-là, rien de fou. Vous avez un projet, vous présentez un business plan, vous levez de l'argent. Bon, jusque-là, rien de fou. Après, est-ce que mettre de l'argent dans un projet silicone, enfin, dans un projet blockchain, c'est bien ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais jusque-là, on est d'accord. Cet argent, bah, il faut bien le mettre quelque part, ces 10 millions de dollars. Vous n'allez pas les mettre n'importe où. Et vous allez faire comme un petit peu tous vos copains dans la Silicon Valley, vous allez la mettre chez la Silicon Valley Bank. Pourquoi? Parce que bah, c'est un petit peu là-bas que tout le monde met son argent. Ils vous font peut-être aussi des offres commerciales un peu plus généreuses. Vous mettez comme tous vos copains dans la blockchain, votre argent c'est chez la Silicon Valley Bank. Le truc avec cette banque, c'est que bah, elle reçoit beaucoup d'argent. Initialement, elle devait avoir quelque chose comme 70 milliards de dépôts clients. Et en quelques années, vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis à investir dans les startups parce que c'est devenu un petit peu la mode, parce que la blockchain, etc., bah, cette banque, elle avait à peu près entre 150 et 180 milliards de dépôts clients. Donc on se rend compte que bah, il y a beaucoup de gens qui déposent de l'argent chez elle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans des projets startups et ces startups, il faut bien qu'elles déposent de l'argent quelque part. Elles le font chez Silicon Valley Bank. Cette banque, bon, jusque-là, rien de fou. Elle a de plus en plus de dépôts clients. On peut se dire, mais c'est super. Tout le monde dépose son argent chez elle. Je comprends pas pourquoi elle fait faillite, Sylvain, ou en tout cas pourquoi c'est la merde chez elle. Bah, cette banque, en fait, ses dépôts clients, elle va pas les garder juste en banque. Elle va faire travailler cet argent parce qu'il n'y a aucun intérêt à juste le garder comme ça. Si la banque ne fait pas travailler les liquidités de ses clients, elle-même, elle perd de l'argent parce qu'à cause de l'inflation, à cause de l'érosion monétaire, bah, le dollar perd de la valeur année après année. Ce qu'elle a fait, elle a fait un truc qui est jusque-là très honorable dans un monde normal, c'est qu'elle a pris de l'argent de ses dépôts clients pour acheter ce qu'on appelle des obligations américaines d'État. C'est quoi une obligation d'État américaine? C'est en gros, vous êtes un État, États-Unis, France, ce que vous voulez.
vous avez besoin d'argent pour financer des choses. Alors, je vous dis une bêtise, vous avez besoin d'argent, par exemple, pour financer un système de retraite, pour faire la guerre, pour faire ceci, cela, enfin, pour faire quelque chose. Vous empruntez de l'argent. Quand vous empruntez de l'argent, vous émettez ce qu'on appelle une obligation. Cette obligation, c'est quoi? C'est un morceau de papier sur lequel il est marqué j'emprunte 100 000 euros à, par exemple, mon copain Robert, et en échange, 10 ans plus tard, alors chaque année, je lui donne, par exemple, 3% de taux d'intérêt, et à la fin des 10 ans, je lui rends l'intégralité de l'argent qu'il m'a prêté, soit 100 000 euros. Jusque-là, rien de fou, rien de méchant. Et donc, du coup, vous prêtez de l'argent à l'État américain doit vous rembourser 10 ans plus tard l'argent que vous lui avez prêté, et chaque année, il vous paye un taux d'intérêt. Ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank, c'est qu'ils ont acheté massivement des obligations d'État américaines avec ce qu'on appelle une duration longue. Une duration longue, c'est quoi? C'est que c'est des prêts qu'elle a fait à l'État américain, mais sur des durées longues, style 10 ans, ok? Parce que vous pouvez faire des prêts à l'État américain ou français sur des durées plus courtes, mais en l'occurrence là, ils ont choisi une durée longue. Et ce qui s'est passé, c'est que la Fed, elle a augmenté ses taux. C'est là que ça devient un peu technique, vous allez me dire, Sylvain, je vais décrocher. Non, absolument pas. En fait, si vous voulez, une obligation, ça évolue de façon inverse avec les taux d'intérêt. Je m'explique. Aujourd'hui, on va dire que les taux d'intérêt de la Banque centrale, de la Réserve fédérale américaine, donc c'est la Banque centrale américaine, imaginons qu'ils sont à 1%. Vous prêtez de l'argent aux États-Unis, ok? Et les États-Unis doivent vous prêter, doivent vous rémunérer sur ce prêt 2% par an. Vous leur prêtez 100 000 euros. Et les taux directeurs sont à 1%. Si les taux directeurs de la Fed, ils augmentent, ils passent de 1% à, je vous dis une bêtise, 3 ou 4%, ce qui se passe sur le prix de votre obligation, c'est que votre obligation, elle valait 100, elle va valoir plutôt, on va dire, entre 80 et 90. D'accord? Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est quand vous avez les taux directeurs des banques centrales qui augmentent, ou le rendement d'une obligation qui monte, le prix baisse, le but, c'est qu'il y ait un espèce d'équilibre qui soit toujours respecté. Et donc, ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank, c'est qu'ils ont prêté beaucoup d'argent à l'État américain sur des longues périodes de temps, mais la Fed a augmenté ses taux, donc le prix des obligations qu'elle avait dans son bilan, dans son portefeuille, il a baissé, parce que les taux montent. Ok, je vous donne un exemple fictif. Imaginons qu'elle avait 100 milliards de dollars qu'elle avait prêté à l'État américain. Vu que les taux ils sont passés de 1 à quasiment 4, ok, 3,5, on va dire 4, les 100 milliards d'obligations, ils valent plus que 80 milliards. Donc déjà, il y a une perte à peu près de 20 milliards de dollars en bilan. Ils l'ont pas encore acté, parce que pour acter cette perte, il faut revendre l'obligation avant la fin, d'accord? Ils ont prêté de l'argent sur 10 ans, donc s'ils soldent le prêt avant 10 ans, ils disent à l'État américain, rends-moi mon argent avant les 10 ans, j'en ai besoin maintenant. Là, ils prennent la perte, ils prennent 20 milliards de pertes sur 100 milliards d'investis. Mais s'ils attendent les 10 ans, dans 10 ans, en 2033 ou en 2032, ils récupèrent 100 milliards. Ils auront gagné les intérêts chaque année et ils récupéreront les 100 milliards. Alors vous allez me dire, mais Sylvain, s'ils ont prêté 100 milliards et que les taux d'intérêt ils ont monté et que du coup ils se prennent une perte latente, pourquoi ils attendent pas 10 ans, comme ça au moins il n'y a pas de perte? Oui, en fait théoriquement c'est ce qu'ils auraient dû faire et c'est ce qu'ils auraient voulu faire. Mais le problème c'est qu'on n'oubliez pas qui a déposé de l'argent dans ces banques. Les gens qui ont déposé de l'argent dans ces banques, c'est pas des riches particuliers, des riches industriels ou des entreprises matures, ce sont des petites startups. Silicon Valley Bank, donc c'est des startups qui sont jeunes, qui ont besoin d'argent, qui ont déposé de l'argent car elles ont levé des fonds sur des valorisations extrêmement élevées, sur des gros business plans, mais elles ont besoin de cet argent pour se développer. Et comme on est en pleine récession, ces banques, ces startups-là, comme elles génèrent pas encore de revenus, vu que elles ont vendu un business plan aux investisseurs, mais en vrai, elles gagnent pas d'argent, elles ont besoin de cet argent qu'elles ont déposé chez la Silicon Valley Bank. Donc elles appellent leur banquier, SVB, elles leur disent, écoute, c'est sympa, j'ai déposé chez toi 10 millions d'euros sur mon projet blockchain, écoute, là, c'est un petit peu la merde en ce moment, c'est la crise, j'ai besoin de récupérer 5 millions sur les 10. Bon, tu me fais un virement de 5 millions sur les 10, j'en garde 5 chez toi, j'ai besoin de payer mon personnel, et puis j'ai besoin d'argent, j'ai des choses à payer. Oui, mais bon, la Silicon Valley Bank, comment elle fait pour donner l'argent aux clients startup? Il y a un moment donné, elle est obligée de revendre les positions qu'elle avait, donc de revendre les obligations d'État américaines qu'elle avait sur lesquelles elle perdait de l'argent, pour pouvoir payer ses clients. Et c'est ça en fait qui a entraîné la faillite de la Silicon Valley Bank. C'est pas que c'est une banque pourrie, c'est pas une banque qui a fait des bêtises sur des produits dérivés, c'est augmentation des taux américains. Donc tous les actifs qu'elle avait, globalement, les obligations d'État américaines qu'elle avait, ils ont baissé en valeur. Donc l'argent en fait qu'elle avait potentiellement en portefeuille, la SVB, ça a baissé. Elle aurait pu ne jamais avoir de perte si personne lui avait demandé d'argent en fait. Mais comme on est en récession, ces startups elles demandent de l'argent et elle est obligée de vendre et donc de réaliser ses pertes.
et je vous dis un exemple fictif, sur 100 milliards, voilà, il y avait 20 milliards de pertes, imaginons qu'elle est, en gros, elle est obligée d'encaisser ces 20 milliards de pertes, et c'est pour ça qu'elle a fait faillite. Donc voilà le dossier Silicon Valley Bank. Et c'est pour ça aussi que je disais sur mon canal Telegram, c'est pas en fait un dossier explosif en soi, parce qu'ils n'ont pas fait de grandes spéculations, de grandes bêtises. En soi, c'est un petit peu être au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils n'ont pas eu de chance, en fait. Ils n'ont pas vraiment eu de chance, ils ont eu la mauvaise typologie de clients, et eux-mêmes, ils n'ont pas spécialement fait les cons avec l'argent qu'ils avaient en soi. Il n'y avait rien de méchant dans ce qu'ils ont fait, mais mauvais endroit, mauvais moment. Donc, pour moi, pas de gros risque systémique de ce côté-là. Et donc, c'est pour ça que je me disais, bon, ce dossier SVB, il va être réglé assez rapidement, et on l'a vu, il a été réglé assez rapidement, hop, ça a été recapitalisé, et puis on repart comme en 40, quoi. Il y a une vraie question d'évaluation des risques dans ces banques-là, quand même, de tout investir en obligations au vu de toutes les crises qui se succèdent actuellement. Ouais. Ça paraît quand même assez étonnant. Alors, c'est une bonne question, mais je pense qu'ils se sont fait un petit peu avoir, c'est-à-dire que dans le contexte où la Silicon Valley Bank en fait a récupéré ses dépôts clients, elle a récupéré beaucoup d'argent dans les années entre guillemets start-up. Donc voilà, je vais vous donner une fourchette large entre 2018 et 2016 et 2020-2021. Et en fait, de 2008 à 2020, on va dire, pendant 12 ans, on a eu une période de taux d'intérêt extrêmement bas. C'est-à-dire que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Et puis les banquiers centraux aussi vous ont dit, je ne monterai jamais mes taux d'intérêt, et ils ne monteront pas très haut. Et voilà, ils avaient des discours assez dovish, hein, c'est-à-dire garder les taux d'intérêt bas. Donc je pense que, alors, soit ils sont cons, oui, effectivement, hein, ils se sont fait avoir par les banques centrales, mais j'ai envie de vous dire, oui, enfin, moi je pense vraiment à cette thèse qu'ils sont un peu cons, parce que, si vous voulez, dans le système financier, les gens ont toujours cette espèce de naïveté de croire, entre guillemets, les médias mainstream ou les discours mainstream, alors que quand, en général, un grand média ou une grande institution vous dit quelque chose avec un aplomb extrêmement fort, c'est qu'en général, il faut faire l'inverse. Exemple concret, le banquier central vous dit « je ne monterai jamais mes taux d'intérêt, tout va bien dans l'économie », tu sais que tout va mal dans l'économie et qu'il va forcément monter les taux d'intérêt. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, je trouve que c'est de la naïveté, parce que de la naïveté ou de l'incompétence, ou peut-être les deux, peut-être un espèce de mix des deux. On a un abonné qui nous dit qu'ils auraient peut-être été forcés à prendre ces obligations. Mais ça, ce scénario, vous y croyez pas? Forcé à prendre ses obligations. Après, prendre des obligations d'État, c'est aussi j'ai envie de vous dire, le jeu facile. L'État est censé ne jamais faire faillite. Il vous fournit un rendement, on va dire, plutôt stable, qui couvre éventuellement l'inflation dans une période de taux bas. Et au moment où ils ont acheté les obligations, les taux sont montés très vite, très fort, mais sur un laps de temps relativement court. Donc, en soi, personne ne pouvait réellement le prévoir. Donc, non, moi je pense pas. Enfin, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Très bien. Pour se rapprocher de la France, on va passer à la Suisse, parce que juste après, donc c'est la situation de la SVB. On a eu le Crédit Suisse, et puis avec des rebondissements avec UBS. Donc je vous laisse reprendre la parole. Ouais. Alors sur Crédit Suisse, c'est un petit peu un dossier, mais dans une certaine mesure, on pourrait peut-être connaître la même chose en France. Alors j'espère pas, mais ça pourrait. C'est vraiment pas impossible que ça arrive. Crédit Suisse, UBS, on va dire, allez, pour simplifier, c'est l'équivalent de notre Société Générale BNP Paribas. Le truc de Crédit Suisse, c'est que c'est une banque qui a ce qu'on appelle, qui a pas mal de fonds propres, hein. C'est-à-dire que Crédit Suisse a de l'argent dans son bilan. C'est pas une banque pauvre, c'est une banque qui a de l'argent. Crédit Suisse, c'est une banque qui avait des activités déficitaires et puis qui s'est lancée dans des projets un peu foireux. Typiquement, ils avaient une histoire avec Greensill. Alors, pour simplifier, c'était une boîte qui faisait du reverse factoring. Alors, comment expliquer ça simplement? C'est, en gros, dans le monde de l'industrie, ce qui se passe, c'est que vous êtes aujourd'hui un constructeur automobile, vous pouvez demander à votre fournisseur de métal, d'acier par exemple, de vous avancer du stock, d'accord? Et vous lui demandez, vous lui promettez de le payer peut-être à 30 jours ou 60 jours. Votre fournisseur de métal, lui, pendant 30 à 60 jours, il vous a donné du stock, mais il n'a pas d'argent. Donc il est un petit peu dans la merde. Et Greensill, c'était une boîte qui était censée payer ses factures pour le compte du client et prendre une marge au passage. Je vous donne un exemple concret. Je produis du métal, je donne 1000 € de stock de métal à Citroën. Citroën me dit, je te paye dans 60 jours. Et Greensill arrive, fait un deal avec Citroën et dit, ok Sylvain, je te paye les 1000 € que Citroën te doit et Citroën me paiera un frais pour ça. Et Citroën, au lieu de payer 1000 € à moi dans 60 jours ou dans 30 jours, elle paiera, je vous dis une bêtise, 1100 €.
c'est pas 1100 euros, c'est un peu moins, mais elle paiera 1100 euros à Greensill. Greensill, en gros, prête de l'argent, enfin, avance de la trésorerie et prend une petite marge. Jusque-là, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de déconnant, c'est une pratique qu'on fait déjà depuis très longtemps. Le principe de la facturage, en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ok. Et en fait, ce qu'ils se sont mis à faire, et c'est là où ils sont partis un peu en couille, et c'est ce que je dis, c'est souvent les dérives qui mènent en fait à ce genre de conneries, c'est que normalement, en fait, ils sont censés payer des commandes réelles. Et ce que s'est mis à faire Greensill, c'est qu'elle s'est mise à payer du chiffre d'affaires à venir. Exemple concret, moi je vends de l'acier par exemple à Citroën pour faire des bagnoles. Ok. Là aujourd'hui j'ai vendu 1000 euros d'acier, Citroën me doit de l'argent dans 30 jours, Greensill me paye aujourd'hui, et puis Greensill s'arrange avec Citroën et lui prendra un cut, une marge, qui lui paiera dans 30 jours. En fait Greensill maintenant il s'est lancé dans un autre business, enfin il s'était lancé dans un autre business, c'était de me payer moi, fournisseur d'acier, sur du chiffre d'affaires futur. J'allais voir Greensill et je lui dis, écoute mon pote, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble, t'as jamais eu de problème avec moi, et puis Citroën c'est mon client, tout se passe bien. Moi j'ai un carnet de commandes là dans 6 mois de 5000 euros d'acier, et c'est du sûr, ça va bien se passer, fais-moi confiance, je vais encaisser ce marché-là avec Citroën. Donc, ce que je te propose, c'est que tu me prêtes ces 5000 euros d'avance maintenant, et moi, je te rendrai, voilà, je te filerai un petit cut sur les commandes, tu m'avances de la trésorerie, puis moi, ça me permet de développer mon activité d'acier et de trouver d'autres clients. Et Greensill s'est mise à financer de l'argent qui n'a pas encore été fait. Des commandes qui n'ont pas encore été passées, et donc qui ne seront peut-être probablement pas réglés. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens à qui Greensill a prêté de l'argent, ils ont pas reçu les commandes au final, parce que à un moment donné, il y a des cycles économiques, il y a eu le Covid, les mecs devaient recevoir certaines commandes, Covid, les clients ont stoppé les commandes, Citroën a arrêté d'acheter de l'acier parce que pour le moment, on ralentit l'activité, c'est un petit peu la merde. Et Greensill a prêté de l'argent à un mec qui a pas de commande, donc ils ont spéculé sur le futur. Parce qu'ils étaient gourmands, c'est des prêts, c'est des avances de trésorerie sur lesquelles ils mettaient des taux d'intérêt très élevés. Donc c'était très coquin, c'était très lucratif, mais forcément c'était très risqué. Et donc Crédit Suisse était dans ce genre de délire-là, parce que Crédit Suisse c'était une boîte, enfin c'était une banque, enfin c'est la banque, c'était un des gros investisseurs de cette société-là, Greensill, et ils avaient mis de l'argent là-dedans. Et ils avaient perdu, alors je connais plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'était 7 milliards d'euros, 7 milliards de dollars qu'ils avaient en perte latente là-dessus. Crédit Suisse, c'est une banque qui, globalement, est un petit peu comme Société Générale ou autre. C'est des banques qui jouent, en fait, et qui jouent beaucoup, et elles sont tellement grosses que c'est dur d'avoir un contrôle strict et diligent sur chacune de leurs actions, parce que elles sont tellement grosses, c'est des entités qui sont tellement grosses que, oui, forcément, à un moment donné, quand tu as une boîte grosse, au niveau des probabilités, c'est sûr qu'il y a forcément des gens qui font des conneries à droite à gauche, et ton boulot, c'est de trouver ces gens-là, mais réalistiquement, c'est vrai que c'est quasiment, enfin, c'est chaud. Quand tu as des milliers d'employés à travers le monde, va vérifier ce que chacun fait. Tout autant que l'activité était rentable jusqu'à ce qu'il y ait cette vague de défauts. Donc, du coup, aucune raison pour le management de dire, écoute, il y a un truc qui se passe pas bien. Tu nous fais gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Moi, je suis content, je pose pas de questions, je ferme les yeux. Et si tu fais une connerie, un jour, je te virerai et je dirai que c'est de ta faute. C'est tout bénef, pour le management. Pile, je gagne, face, tu perds. J'ai envie de te dire, c'est un deal qui arrange le top management. Donc, Crédit Suisse, c'est un petit peu le genre de banque-là. Crédit Suisse se retrouve dans la panade, et ce qu'on a vu ce week-end, alors ce week-end, c'était, le week-end dernier, c'est qu'UBS, donc du coup, une autre grosse banque suisse, a racheté Crédit Suisse pour une bouchée de pain, pour je sais même plus combien de centimes par action, enfin, c'était ridicule, je crois que la décote était de 50%, donc c'était un bon deal. Il y a deux solutions. Soit ils ont acheté Crédit Suisse si peu cher parce que le bilan de Crédit Suisse est vraiment dans un état calamiteux, soit ils ont fait une bonne affaire. Parce que le deal s'est fait rapidement. Le deal a également été, au niveau du processus démocratique, il a également été assez bafoué. C'est-à-dire qu'en gros, la Suisse a passé une loi, si je dis pas de bêtises, qui permet de passer outre le vote des actionnaires pour autoriser la vente de Crédit Suisse à UBS. Ce qui veut dire qu'en gros, normalement, quand tu veux vendre une boîte à une autre, les propriétaires de l'entreprise, ils doivent voter et dire oui ou non. Bon, là, ils se sont dit, le gouvernement suisse et la Banque nationale suisse se sont dit, c'est une banque qui a un risque systémique, si elle fait faillite, ça peut foutre en l'air le pays. Donc, on s'en fout des actionnaires s'ils disent oui ou non, on le fait, basta. Donc, ils ont fait un truc comme ça. Et donc, Crédit Suisse a été racheté par UBS. Bon. Dans le même temps, il y a un autre type qui nous disait, oui, mais en France, ça sera jamais le cas, ça n'arrivera jamais.
Franchement, c'est un scénario. Société Générale BNP, je pense, c'est qu'une question de temps. Hein. Ça va pas forcément arriver tout de suite, mais c'est un peu le même type de scénario. Hein. C'est des banques qui prennent beaucoup de risques, qui un jour se casseront la gueule et qui un jour seront rachetées par l'une ou l'autre. En fait, c'est tout. Donc non. Si vous voulez une vraie banque solide, vous allez sur des petites banques cantonales, des banques entre guillemets qui prennent pas de risques. Mais vous n'allez pas chez des mastodontes comme ça, parce qu'ils ont tous les mêmes pratiques, qui sont de prendre l'argent des clients, d'acheter des dérivés, de se lancer sur des secteurs très très risqués, parce que c'est aussi des secteurs très lucratifs, mais ils sont là pour faire du chiffre, et donc et ils pensent qu'au court terme aussi, parce ils sont peut-être là, ils font tous carrière au niveau du top management pendant 2, 4, 5, 6, 7 ans, mais après ils seront plus là, donc ils sont là pour maximiser le peu d'années où ils sont là et faire un max de pognon, et après ils iront ailleurs. Donc voilà. Avec cet effet d'annonce, juste au contraire, il y avait j'ai entendu des personnes expliquer que le risque, en tout cas aux États-Unis, c'est que le fait de voir des banques faire faillite, ça faisait que les consommateurs classiques, les particuliers, avaient moins confiance dans les petites banques. Est-ce qu'en Suisse, vous pensez que ça serait la même chose? Parce qu'effectivement, il y a ces banques cantonales qui sont des banques plus petites et plus sûres, mais ça dépendra aussi de ce que fera l'épargnant. Vous avez tout à fait raison. De toute façon, il faut en général toujours faire l'inverse de ce que la majorité fait. Donc, quand vous avez la majorité des gens qui vous disent qu'il faut faire A, bon, en vrai, si vous faites B, ça se passera bien. Surtout quand il s'agit d'investissement. Donc non, en fait, pour moi, mais c'est l'équivalent des petites banques mutualistes en France. Hein. Vous allez chez des petites banques mutualistes en France, des caisses indépendantes, ça se passera bien. Vous allez chez des mastodontes comme BNP ou Société Générale, vous voulez faire un virement de X milliers d'euros, on va vous demander 40 000 justificatifs et on va vous casser les pieds à droite à gauche, quoi. Donc non, mais moi je suis persuadé et je suis convaincu qu'il faut juste mettre son argent dans des bons établissements et éviter, si possible, les établissements bancaires qui ont beaucoup d'effets de levier ou beaucoup de produits dérivés toxiques en bilan. En fait, c'est tout simplement ça. Parce que un jour ou l'autre, ça va craquer. Et vous l'avez vu, ils ont passé la loi Sapin. Je crois que c'était en 2016, si je dis pas de bêtises, qui permet de ponctionner les comptes des gens sur les banques en cas de faillite bancaire. Donc, je vous dis une bêtise, votre Société Générale ou votre BNP a fait faillite, elle a besoin d'argent, vous avez 100 000 balles garanties sur le compte, et encore, ces 100 000 euros, ils sont garantis, mais le temps de récupérer l'argent, ça va prendre du temps. Donc, tout ce qui est au-dessus, la banque, elle peut le ponctionner pour se renflouer. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu déposes de l'argent chez quelqu'un qui peut te voler si un jour il gère mal sa boîte. Enfin, je veux dire, c'est absolument fou, quoi. Enfin, c'est un business model qui, pour moi, est complètement fou. Donc après, soit ça vous pose problème et vous vous dites, bon, il y a un souci, soit ça vous pose pas de problème, et auquel cas, après, pas de problème non plus, quoi. Mais bon, à partir du moment où on est conscient des risques, chacun fait ce qu'il veut, quoi. C'est très clair. Le dernier sujet, avant de passer aux questions qu'on aurait voulu évoquer avec vous, c'est donc l'euro numérique, qui passe un peu à la trappe dans les médias classiques. Alors sur l'euro numérique, vous pouvez taper euro numérique Banque Centrale Européenne sur Google. Je vous invite à le faire dès maintenant. La Banque Centrale Européenne, elle commence déjà à publier de la documentation sur l'euro numérique. Donc c'est plus qu'une question de temps, c'est un truc qui va vraiment arriver. Les pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, vous commencez déjà à, si vous voulez, à utiliser des systèmes de paiement alternatifs. Vous avez l'Arabie Saoudite et la Chine qui ont fait un deal où la Chine paierait en fait le pétrole d'Arabie Saoudite avec, non plus en dollars, mais avec un yuan, le yuan chinois. Donc le yuan numérique, l'euro numérique, le dollar numérique, c'est qu'une question de temps. Vous allez me dire, mais c'est quoi du coup la différence entre l'euro numérique et l'euro qu'on connaît actuellement, Sylvain, vu que l'argent que j'ai sur mon compte en banque, c'est déjà numérique? Alors oui et non. L'argent que tu as sur ton compte en banque, bon, in fine, tu as un compte chez une banque, tu fais des virements, tu achètes ce que tu veux, tu as un abonnement chez Netflix, ta banque sait ce qui se passe, et les autorités, pour savoir ce qui se passe, elles ont besoin de lancer une procédure contre toi, et ensuite, en cas de crime, consulter ce que tu fais. L'euro numérique, ça serait un euro sur lequel tu aurais un compte auprès de la banque centrale, et à chaque fois que tu achètes ou que tu vends, ou à chaque fois que tu achètes quelque chose, ta transaction est enregistrée dans un registre, imagine un grand cahier de brouillon dans lequel on note tout ce que tu fais, et il n'y aurait que la banque centrale et les gens qui bossent à la banque centrale qui pourraient regarder ce qui se passe dedans. Et ensuite, la banque centrale pourrait, en temps réel, se dire, tiens, Martin, il me casse les couilles à faire des tweets sur Christine Lagarde, c'est vraiment un enculé, je vais regarder son compte euro numérique,
voir ce qu'il fait en ce moment. Ah bah tiens, j'ai vu que Martin, en ce moment, il achète des trucs, bon voilà, ok, pourquoi pas, il achète, je dis des bêtises, des clopes en Espagne. Mais il est censé vivre en France. Et il en achète beaucoup. Bah, je peux très bien dire, ok, bah Martin, vous êtes en train de faire de l'importation illégale de cigarettes, je vous arrête, parce que j'ai accès à tes dépenses en temps réel. Ou je vous dis une bêtise, Martin, il achète beaucoup de viande rouge. J'estime que Martin, du coup, serait en mauvaise santé. Je suis un assureur, je demande à la Banque Centrale Européenne pour justement adapter mes primes d'assurance à mes clients, je demande à la Banque Centrale Européenne le registre des dépenses de Martin. Et Martin, je vois en fait en analysant ses dépenses auprès de la BCE que bah, il achète beaucoup de viande, il achète beaucoup d'alcool, il achète beaucoup de ci, beaucoup de ça. Bah, j'estime que ce mec-là, il aura peut-être, je vous dis une bêtise, des maladies à 50 ans. Je vais lui augmenter sa prime d'assurance. Et, euh, et tout ça grâce à la Banque Centrale Européenne qui va enregistrer, qui va tracer toutes les transactions du copain Martin. Et c'est vers ça qu'on est en train de se diriger. Alors vous me direz, mais moi si j'ai rien à cacher, bah c'est pas grave. Ok, si vous voulez, on peut repartir sur l'argument de si j'ai rien à cacher, je peux me montrer tout nu, hein, voilà, j'ai rien à cacher, je me mets à poil devant toi. Bon, certains aiment être soumis, hein, pourquoi pas après tout. Mais je vais vous donner une autre raison aussi qui peut être intelligente à creuser. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de vélocité de la monnaie ou de vitesse de circulation de la monnaie. C'est quoi aujourd'hui, un des projets qu'ils ont potentiellement en Chine, c'est de mettre une durée limitée de vie à la monnaie. Je vous donne un exemple concret, vous gagnez 2000 euros par mois. On considère que les 2000 euros par mois numériques que vous avez gagnés, ils sont valables 30 jours ou 45 jours. Et qu'après les 45 jours, vous ne pouvez plus les utiliser. Le prétexte officiel, c'est pour que vous puissiez dépenser ces 2000 euros dans l'économie réelle, faire circuler l'argent et du coup faire croître l'économie. Comme vous dépensez cet argent, bah, quelqu'un d'autre l'encaisse, il gagne cet argent et ainsi de suite, l'économie est prospère. Et le contre-coup officieux, c'est qu'en fait, la réalité, c'est qu'on vous coupe votre moyen d'épargne, on vous coupe la possibilité d'épargner votre argent, et du coup, on vous rend totalement à la merci de l'État, parce que votre argent, de toute façon, il ne dure pas plus de 30 jours ou 45 jours, et vous êtes obligé de travailler ou de demander à l'État de l'argent, parce que bah, votre argent, il ne dure pas plus de 45 jours, donc vous êtes un esclave des temps modernes, en fait. Hein. Tous les 45 jours, tu dois venir demander ta solde, vu que tu ne peux plus économiser. Et donc, c'est ça le vrai enjeu de l'euro numérique, au-delà de même de la vie privée. Voilà, si tu vas acheter des capotes à la pharmacie, tout le monde s'en fout en soi. Mais qu'on te mette, euh, qu'on te mette une durée de vie limitée à l'argent, c'est-à-dire qu'on t'empêche d'épargner, et donc potentiellement, bah, du coup, de devenir libre financièrement. Là, il y a un vrai sujet de souveraineté, ce que j'appelle de souveraineté financière. Ok, quand on enlève la possibilité aux gens de devenir indépendants financièrement, on les rend esclaves, et c'est tout l'enjeu en fait des semaines à venir. Non, c'est glaçant comme situation. Enfin, Ah oui, non, mais c'est clair, Maïlis. Mais après, moi, en fait, si vous voulez, je suis comme vous, hein, j'ai pas envie que ça arrive. Et tout comme vous, avant 2020, je pensais pas qu'on pourrait arriver dans une société où, par exemple, le gouvernement va diriger par 49.3, où on va être confiné, où on va nous imposer tout un tas de choses. Mais enfin, là, le constat est que si vous tapez euro numérique, Banque Centrale Européenne sur Google, je vous invite à le faire, les amis, si vous êtes là avec nous en live, bah, la documentation, elle est en ligne. Hein. Mais encore une fois, ils vont lancer l'euro numérique, ils vont pas être débiles, ils vont pas tout de suite mettre toutes les mesures méchantes, ils vont le faire petit à petit, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'au début, c'est juste un euro numérique, ensuite, on va juste tracer les transactions pour éviter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce qui est le prétexte officiel à chaque fois à chaque fois qu'on veut vous prendre vos libertés, on vous dit que c'est pour vous protéger. Donc, je te protège d'un danger qui n'existe pas, mais pour ça, je te prends ta liberté. Et donc, les gens sont assez cons pour avaler ce discours, mais pourquoi pas. Et du coup, ça sera bah, pour empêcher le financement du terrorisme ou des méchants ou de ceci, de cela, on va tracer votre euro numérique et vous en faites pas, la Banque Centrale Européenne, qui est votre mère, va prendre soin de vous, pas de souci. Et puis un jour, on va vous dire, bah, écoutez, votre argent, il va durer 60 ou 70 jours max, et après, il vaudra plus que 90% de sa valeur. Pourquoi? Parce qu'il faut faire tourner la vitesse de circulation de la monnaie. Et puis ensuite, ils vous feront une autre réforme. Ah ben en fait, maintenant, il vaudra plus que 80% de sa valeur après 60 jours. Puis après 70. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, il vaudra zéro au bout de 90 jours. Vous voyez? Les changements, ils les font jamais de façon instantanée. Ils sont malins. Ils vont les faire petit à petit et ils érodent les libertés des gens petit à petit parce que ça permet de rendre l'inacceptable acceptable. C'est aussi simple que ça. on va passer aux questions des abonnés. Je vais prendre la dernière parce que c'est celle qui demande comment justement. Donc Jojo Leclos 06000. Bonsoir Sylvain. Si une monnaie numérique devient périssable, ils nous forceront à épargner dans des actifs non choisis. C'est une honte. Comment faire pour s'en sortir? Alors,
Moi, c'est ce que je disais du coup en conférence mardi dernier. Je pense qu'il est plus que jamais, enfin, c'est plus important que jamais là aujourd'hui de se prendre en main et de concrètement passer à l'action, d'acheter des métaux précieux et de commencer à investir maintenant parce que il y a à peu près 2 scénarios que je vois en tête. Le premier scénario, c'est vous avez une quantité d'euros traditionnelle, c'est-à-dire l'argent que vous avez sur votre compte en banque aujourd'hui. Ils vont lancer leur euro numérique, je ne sais absolument pas quand, mais ils pourraient proposer 2 choses. Un, c'est convertir les anciens euros, donc ce qu'on a sur notre compte en banque, en euros numériques, à un taux de change prédéfini, 1 euro égale 1 euro, ou 1 euro égale 2 euros numériques, j'en sais rien, je dis une bêtise. Auquel cas, tout l'argent que vous avez épargné, il passe en euros numériques. Cet euro numérique, du coup, il est 100% tracé, contrôlable par la Banque centrale. Et puis, si vous êtes un mauvais citoyen, ils vous coupent votre compte en banque comme ils ont fait au Canada. Et donc, dans tous les cas, vous rentrez à la niche. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, on ne vous propose pas gentiment de convertir vos anciens euros en euros numériques. On vous le convertit de force. On vous dit, tous les citoyens de la zone euro qui ont des comptes en banque en zone euro, tout l'argent que vous avez sur vos comptes en banque, maintenant ils sont numériques, donc maintenant on bascule, en fait, si vous voulez, dans le numérique. Bon, ça, je pense qu'ils sont pas trop cons, ils vont opter pour un truc un peu plus progressif, parce qu'en général, ils sont comme ça. Mais il y a aussi la méthode totalitaire, hein, c'est tout l'argent que vous avez épargné, aujourd'hui, il passe directement en full numérique et vous ne me cassez pas la tête. Moi, le truc que je vois et la solution la plus logique que je vois, c'est d'avoir des actifs hors euro, parce que on peut pas me forcer à convertir quelque chose qui n'est pas en euros. Je m'explique. J'achète de l'or ou de l'argent, c'est des métaux précieux qui sont convertibles dans absolument toutes les devises. Vous avez du dollar, vous avez du yuan, vous avez ce que vous voulez, ça en fait, j'ai pas besoin de le mettre en euros, je peux le mettre dans n'importe quelle monnaie. Donc ça, c'est un actif physique, c'est tangible. Vous avez de l'immobilier, ça cote en euros, ça peut, oui, bon après ça se paye en euros quand vous êtes en France, donc vous pouvez me dire, je le vends, je récupère des euros numériques, et en fait, après tout dépend. Les métaux précieux, ça peut être la bonne façon de se débancariser. Vous avez les crypto-monnaies, on peut dire ce qu'on veut, on peut en penser ce qu'on veut. Pour le coup, c'est un vrai outil de débancarisation. Le seul souci, le seul sujet des crypto-monnaies, c'est est-ce que quand ils vont lancer leur euro numérique, dollar numérique, yuan numérique, est-ce qu'ils ne vont pas couper les crypto-monnaies style Bitcoin, ou est-ce qu'ils vont juste couper les stablecoins? Bon, ça après, ça j'en sais rien, je suis pas Madame Irma, on le verra. Mais ça peut être une solution aussi. Et après, vous avez aussi tous les actifs que j'appelle de collection. Montres de luxe, les vins d'exception, les voitures de collection, tous les objets qui sont rares, en vrai, ils sont pas rares que pour un Français et un mec en zone euro, ils sont rares à l'échelle mondiale. Vous avez une belle montre de luxe, vous pouvez avoir un Américain, un Chinois ou un mec d'Afrique du Sud qui voudra l'acheter. Donc vous êtes plus dépendant de l'euro numérique. Vous avez une belle bouteille de vin, vous avez le monde entier qui voudra vous l'acheter. Vous avez, et il faut pas croire que c'est réservé que à des multimillionnaires, hein. Vous avez des beaux investissements de luxe qui sont accessibles de 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, peut-être même en dessous pour certains. Donc, œuvre d'art, par exemple, ça peut être un bon moyen aussi d'avoir accès à plusieurs devises et de sortir, entre guillemets, de ce euro-only actif. Donc, les solutions, si vous voulez, il y en a plein. Et il y en aura toujours plein. Mais ça passera par de l'investissement, ça passera par acheter des actifs, et des actifs qui cotent dans plein de devises, qui sont échangeables dans plusieurs devises et qui ont de l'attractivité dans plusieurs zones économiques différentes. Et là, vous avez une vraie sortie, une vraie roue de secours. Maintenant, si vous avez tout votre argent sur votre compte en banque, livret A, vous savez pas investir, et vous savez pas acheter ces trucs-là, et puis ça vous intéresse pas, là oui, effectivement, ça va être chaud, parce que vous n'avez pas d'autre alternative, entre guillemets, que de transférer vos anciens euros vers du numérique, et là, après, c'est dommage, hein, mais c'est la vie, quoi. Donc, à un moment donné, on n'a rien sans rien. Le monde change, c'est à nous de changer aussi, quoi. On a une question de Méricrom qui pense, donc, salut Sylvain, penses-tu que les États-Unis iront vers un dollar numérique ou bien la zone euro sera la seule à le faire au monde à faire cela? Je suis 100% d'accord avec vous. Les États-Unis veulent aller vers un dollar numérique, mais si vous voulez, c'est le rêve de toute banque centrale. Les Chinois le font. C'est le rêve de toute banque centrale. Attends, t'imagines, t'es à la tête d'une institution où chacun des citoyens de ton pays, ou de ton groupe, on va dire, d'État, possède un compte chez toi, et tu peux voir ce qui se passe chez tout le monde, et tu contrôles la monnaie de tout le monde, et s'il y en a un qui te casse les pieds, tu peux lui bloquer son compte avec un clic. Et c'est le rêve totalitaire de n'importe quel État. Donc, bien évidemment que les États voudront aller, et les banques centrales voudront aller vers ce truc-là, mais ça arrange absolument tout le monde. Ah oui, parce que c'est le contrôle absolu sur les gens. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on est libre, donc on ne sait pas ce qui va se passer parce que les gens réagissent comme ils veulent. Et c'est ça qui est dur pour les banquiers centraux, c'est qu'ils ne savent pas comment les gens vont réagir. Mais demain, s'ils contrôlent votre argent, je sais globalement comment tu vas réagir, parce que tu ne pourras pas réagir contre ce que moi je t'ai dit de faire. Exemple concret, si je veux plus que tu dépenses, je fais en sorte que tu ne dépenses plus.
D'accord? Je dis que ton argent est valable, je dis une bêtise, 130 jours, et voilà. Et si je veux que tu dépenses ton argent rapidement, bah, je dis que ton argent est valable que 48 heures. Voilà. Et tu vas prendre ton euro numérique, tu vas acheter n'importe quoi, parce que tu sais que dans 48 heures, c'est foutu. Donc, c'est le rêve, en fait, de tout, entre guillemets, dictateur, même si on est dans une période et dans une époque un peu plus fine. On n'est plus dans l'époque où vous avez un dictateur qui est humain et qui va dicter des choses à des gens. On est dans une époque où c'est un peu plus abstrait. C'est-à-dire que c'est des systèmes, c'est des entités non humaines qui vont, ah oui, qui vont diriger en fait des zones économiques. D'accord? Et en général, c'est plutôt des entreprises ou des groupements d'entreprises. Et voilà, mais c'est le jeu, enfin je veux dire, c'est le monde, il n'y a pas besoin d'avoir peur ou il n'y a pas besoin de déprimer, hein, c'est juste, faut comprendre les règles du jeu, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah, aujourd'hui, vous avez des groupements d'intérêts qui cherchent à contrôler les gens, c'est pas un mec, c'est des groupements d'intérêts, des groupements de sociétés. Pas de souci, bah, il faut juste être malin et se dire, ok, bon bah, ils veulent contrôler mon argent, comment eux ils font déjà pour être indépendants, bah, eux en général, ils achètent des actifs rares, ils achètent des trucs comme ça, bah écoute, tu fais pareil, et puis c'est tout. Enfin, Alors, je suis d'accord sur le fait que effectivement il y a des groupes indépendants et que de toute façon le peuple se fait écraser. Après, ça pourrait être aussi aux gens enfin, de s'éveiller et de se responsabiliser. Par exemple, sur cet euro numérique, on pourrait espérer que des collectifs se montent, que des avocats se regroupent, que des juristes en travaillent conjointement pour éviter ce genre de situation. Il y a eu quelques personnes qui ont essayé de faire ça avec le pass vaccinal pendant la période Covid. Je pense que ces gens-là, c'est vraiment des gens qu'il faut soutenir plutôt que de juste sauver son petit bout de jardin, je sais pas. Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Alors, si vous voulez, d'un point de vue idéologique, idéaliste, vous avez 100% raison dans le sens où, effectivement, quand on fait face à de la tyrannie, le réflexe qui devrait en tout cas avoir lieu, c'est de se battre collectivement pour s'extraire de ce dogme tyrannique entre guillemets. Le fait est que la société aujourd'hui est tellement bien divisée, tellement bien fragmentée. Le blanc déteste le noir déteste le blanc, l'homme déteste la femme déteste l'homme, le vieux aime pas le jeune traite le vieux de con, l'autre il se sent flaque d'eau, puis lui il se sent renard. On a réussi en fait, si vous voulez, à tellement fragmenter la société qu'on l'a rendue faible. Et en la rendant faible, on la rend manipulable. Et en fait, quand vous avez une société qui est tellement divisée, bah, elle est pas unie. Et elle est pas unie, c'est facile de faire passer ce que tu veux. Donc, parce que déjà là, j'ai envie de vous dire, le truc dans la majorité des pays occidentaux, le gros chantier, c'est déjà de reconstruire une unité nationale où tout le monde se dit bon, ok, on a des différences, on s'en fout, on est un. Et une fois qu'on est un, là, on peut combattre. Mais quand on est un plus un plus un plus un plus un, déjà, on n'est même pas d'accord entre nous. Il y a un truc absolument incroyable qui a failli avoir lieu hier soir. Et franchement, j'étais content. Enfin, en tout cas, ça m'a fait chaud au cœur. C'est quand ils ont failli voter la motion de censure pour la réforme des retraites. Vous avez toute la gauche et toute la droite qui se sont mises ensemble, à part certains traîtres. Et c'était un moment qui était quand même, enfin, franchement, il faut le dire, je sais pas pour vous, mais ça faisait quand même chaud au cœur parce qu'on se disait, bah, c'est quand même possible dans notre pays d'avoir en fait des gens qui pensent différemment et qui s'unissent à un moment donné pour un projet commun. Bon, j'ai voulu que ça passe, mais comme tout le monde, et c'est pas passé à 9 voix. Moi, j'opte pour la solution individuelle pour une raison qui est simple, c'est que j'ai compris aussi comment ça fonctionnait. En fait, les règles du jeu aujourd'hui sur l'euro numérique, elles sont pas à l'échelle française, elles sont à l'échelle européenne. Donc, si vous voulez pas que l'euro numérique passe, c'est pas les Français qui doivent manifester, c'est toute l'Europe qui doit manifester ensemble contre la Banque centrale. Sauf que toute l'Europe, elle est pas unie, elle est fragmentée. Et déjà, et dans chaque pays, il y a des fragmentations. Donc, des pays qui sont fragmentés, et au sein des pays, il y a d'autres fragmentations. Hommes qui détestent femmes, femmes qui détestent hommes, jeunes qui détestent le vieux qui déteste machin. Et donc, du coup, bah, t'as plein de petites unités qui sont divisées, donc, bah, c'est dur de s'unir pour mettre en place un projet commun. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, donc, il faudrait être unis pour rejeter l'euro numérique, ou le yuan numérique, ou le dollar numérique. Deuxième constat, c'est qu'au final, tout ce qui a trait à l'économie ou à l'argent, ça intéresse très peu les gens. Donc on peut essayer, effectivement, de rendre le sujet sexy. Aujourd'hui, on a quand même une masse de gens absolument majoritaire qui a revoté pour le gouvernement précédent lors des dernières élections pour faire barrage. Donc ça vous montre un peu déjà le degré intellectuel des gens, c'est-à-dire que ils sont esclaves de leurs émotions, quoi. On leur a vendu que Marine Le Pen c'était par exemple une diablesse. Alors je vous dis pas qu'elle aurait fait mieux, hein. Je veux dire le RN est à partir en été, donc je pense que niveau financier, je pense pas non plus que ce soit les meilleurs. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les gens sont esclaves de leurs émotions et tant qu'ils n'auront pas cette lucidité active sur ce qui est vraiment et ce qui devrait être, ça ne se passera pas. Donc sur l'euro numérique,
ils vont déjà pas comprendre ce que c'est. Si vous leur dites ce que c'est, ils vont vous dire mais non, c'est une théorie de complotiste, machin, nanana. 3 ans plus tard, une fois que vous aurez raison, et là ils se rendront compte que vous aviez raison, mais ce sera déjà trop tard pour eux. C'est ce qui s'est passé sur le dossier inflation en 2020, c'est ce qui s'est passé sur le dossier guerre en Ukraine, c'est ce qui s'est passé sur Nord Stream. Enfin, je veux dire, nous on fait des vidéos sur tous ces sujets-là depuis des années, on prévient, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, on a raison. Les gens qui nous suivent mettent en place les actions, bah ils s'en sortent. Et les autres, bah 1 an plus tard, ils chialent parce que ça va pas bien. Et c'est pour ça que j'ai un constat un peu peut-être réaliste ou un peu cynique, mais j'ai voulu aussi, et tout comme vous, aider les gens, mais je constate que ça marche pas. C'est-à-dire que il y a une courbe d'apprentissage où des fois les gens ont besoin de plus de temps pour s'adapter à un truc. Il y a des gens qui réfléchissent vite et eux ils comprennent tout de suite. Voilà, c'est globalement les gens qui nous suivent, hein, eux ils arrivent ils ont une info, ils la traitent rapidement et ils arrivent à en tirer les conséquences rapidement, et ils sont indépendants d'esprit, ils n'ont pas besoin qu'on leur dicte leurs choses. Ça, mais on est une minorité comme ça, on doit être peut-être 200, 300 000 en France, je dis une bêtise, quoi. Enfin, peut-être moins d'1 million, quoi. Et vous avez une masse de gens, mais après, c'est comme une loi normale de distribution, hein. Vous avez 5% là, ou 10% là, 80% là, 10% là, et vous avez une masse de gens qui a besoin, entre guillemets, je veux dire une bêtise, d'un leader suprême qui va lui dire, tu fais ça, tu penses ça, et c'est comme ça. Parce qu'ils aiment bien, enfin, c'est aussi confortable qu'on te dise quoi penser. Et donc, bah, qu'est-ce qui va se passer quand ils lanceront cet euro numérique? Ils vont vous mettre dans les journaux que c'est la nouvelle avancée contre la lutte anti-blanchiment d'argent, anti-financement du terrorisme, que c'est super parce que ça permettra de moins polluer, parce que ah ouais, ça c'est aussi un truc qui va m'énerver, je pense. C'est qu'ils pourront aussi décider des secteurs sur lesquels vous avez le droit de dépenser l'argent ou non. En fait, ça paraît assez logique. Demain, on te dit, vous polluez trop, vous n'avez plus le droit d'acheter de véhicules thermiques. Bah, c'est simple. L'euro numérique, tu désactives un truc dans le programme qui fait que quand tu vas acheter un truc thermique, ça marche plus, tu vois. Enfin, tu vas chez le concessionnaire, ça passe pas. Donc en fait, on te contrôle et t'auras toujours des débiles pour dire, ouais, non, mais ils sont super, le gouvernement, ils ont pensé à un truc trop bien, grâce à eux, on va sauver le monde. Mais c'est ça, en fait, la réalité. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que on peut sauver des gens qui veulent se sauver, mais c'est comme je le dis souvent, je le disais rien qu'avec ma femme, il n'y a pas très longtemps. On peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver de la noyade. Il y a des gens qui veulent juste couler, ils s'en foutent, quoi. Et il y en a qui veulent vraiment vivre. Et eux, il faut les aider. Mais et ceux qui veulent pas, on peut rien faire de plus, hein. On peut pas faire le travail par eux-mêmes parce que ça n'existe pas, quoi. C'est un boulot individuel à un moment donné. L'éducation, on peut pas éduquer quelqu'un de force, en fait. Sinon ça s'appelle la dictature. Non, mais c'est vrai que vos conseils à Olivier Delamarche, vous, et puis moi j'aime bien Charles Le Gave aussi, sont intéressants et permettent de donner de l'espoir, ou en tout cas quelques clés à des jeunes ou pas jeunes, mais qui n'ont pas forcément énormément d'argent à investir, mais juste qui veulent sauver un peu leur peau. On a une question d'Orlo Sarguerion. Qu'est-ce Oui. que gagneraient les banques privées avec cette monnaie numérique? Est-ce que ça ne les tuerait pas? Bah, pour moi, ça va être le gros débat et à mon avis, ça va être la grande guerre. Donc, j'ai pas encore bien creusé le dossier, mais je peux émettre quelques hypothèses. Pour moi, effectivement, oui. En fait, si la banque centrale ou les banques centrales s'octroient le privilège d'émettre l'euro numérique, bah, quel intérêt au final d'avoir des banques commerciales? Parce qu'elles servent à rien, elles font doublon avec la banque centrale. Donc, à mon avis, oui, il peut y avoir une guerre entre les banques traditionnelles et les banques centrales. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. J'ai pas encore assez bien bossé sur le dossier pour vous faire une réponse complète. Mais bon, pour moi, il y a effectivement un conflit d'intérêts. Enfin, les deux font la même chose. Donc, à un moment donné, il y en a un des deux qui va devoir disparaître et ça sera plutôt la banque commerciale que la banque centrale, quoi. On va prendre une dernière question d'Hugo 75007. Est-ce que d'après vous, la Suisse est-elle toujours un pays fiable pour une vie un peu moins risquée qu'en France, surtout après la faillite de Crédit Suisse? Alors, j'ai beaucoup de clients à moi qui sont suisses ou qui sont en Suisse ou qui étaient français, qui ont déménagé, expatriés en Suisse. J'en ai vu rien qu'au dernier dîner que j'ai fait il y a 2 semaines avec les gens de chez nous, chez Ultrabourse. Bah, le constat, il est quand même sans appel, hein. Tous les mecs que je connais qui habitent en Suisse ou qui ont déménagé en Suisse, ils me disent qu'il n'y a pas photo. Ils regrettent pas leur choix d'être partis en Suisse, ils ne reviendraient pour rien au monde, que ce soit administrativement sur le fait de créer une société, que ce soit sur le paiement des taxes, que ce soit sur la TVA, que ce soit sur, je sais pas, moi je vous dis une bêtise, sur l'éducation, aussi qui ont des enfants, donc sur l'école. Bon, bah, il y a pas vraiment de plainte, hein. Alors, les seuls trucs qui seraient peut-être, sur lesquels les mecs se sont plaints, c'est juste sur le côté un peu rigide, des fois, des Suisses. Sur le fait d'être propre, d'être carré, d'être à l'heure, de pas faire le con, de pas déborder, entre guillemets, du cadre. Mais globalement, non, les clients, moi, que j'ai au téléphone ou que je vois, bah, j'ai pas vraiment de mauvais retour de la Suisse, donc je pense que vous faites un bon choix. Après, il faut voir si c'est adapté à votre style de vie aussi, quoi.
Parfait. Merci de nous avoir éclairé pendant cette heure sur les quelques questions d'actualité qu'on avait envie d'aborder avec vous. On espère vous revoir bientôt. Est-ce que vous avez des projets qui arrivent en cours sur votre chaîne YouTube ou avec Ouais, bah, vos collaborateurs? et ben on va enchaîner. Là, on a pas mal de vidéos à tourner. On a également lancé notre nouveau programme de formation I2A Pro. Donc on est à peu près 120 élèves dessus. Et le but, c'est toutes les personnes qui cherchent, entre guillemets, à apprendre à se lancer dans l'investissement, qui veulent se bouger le cul, qui veulent apprendre à créer leur propre retraite, et puis qui veulent aussi commencer à investir pour justement être indépendants au niveau de leur patrimoine. Bah, c'est une communauté qu'on a lancée, c'est un programme de formation. Là, je vais beaucoup bosser dessus jusqu'à juin. J'ai un gros travail avec les élèves dessus, et puis voilà. Je pense que toute cette année, de toute façon, on va être à fond là-dessus. Hein. La grosse question et le gros défi qu'on va devoir affronter, c'est préparer l'euro numérique. Donc, du coup, mettre en place un plan d'action individuel de souveraineté financière, de sorte à ce que j'ai pas envie, moi perso, et je pense vous aussi, que mes économies soient en euros numériques, 100% contrôlables par quelqu'un qui, voilà, je vois pas pourquoi il devrait contrôler mon épargne, et qui pourrait annuler du jour au lendemain mon épargne juste parce qu'il m'aime pas, quoi. Donc ça va être le gros défi de cette année. Voilà. Merci Sylvain Tiger. On espère vous revoir bientôt. On vous souhaite Merci à vous. une bonne soirée. On souhaite une bonne soirée à tous nos auditeurs et puis un bon début de semaine, milieu de semaine. Merci à vous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.